Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle session Game Time, les rendez-vous de l'histoire NBA. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un match très important pour moi pour l'histoire des Knicks, vraiment un match charnière. Il s'agit des finales 1994 et du Game 6 opposant les Houston Rockets aux New York Knicks. Alors j'ai choisi de vous présenter ce match parce qu'il va avoir des répercussions pour moi dans l'histoire des Knicks. Pour ça, je vais d'abord vous présenter un petit peu la saison 93-94. C'est la première saison où Michael Jordan n'est pas là, puisqu'il s'agit de sa première retraite. Donc tout est ouvert, toutes les équipes pensent qu'ils peuvent aller chercher le titre NBA. Dans cette saison régulière, du côté de l'Est, les New York Knicks ainsi que les Atlanta Hawks ont fini premiers de leur division avec 57 victoires et 25 défaites. Du côté de l'Ouest, il s'agit de Seattle qui termine en tête avec 63 victoires et 19 défaites, donc une très belle saison des Sonics, et Houston juste derrière avec 58 victoires et 24 défaites. Le MVP de cette saison régulière, c'est Hakeem Olajuwon. Je vous donne ses stats: 27 points, presque 12 rebonds, 3,6 passes, 3,7 contre et 1,6 interception. Donc énorme saison d'Hakeem Olajuwon. Le meilleur marqueur de cette année-là, il s'agit de David Robinson avec pratiquement 30 points par match. Le meilleur rebondeur, c'est Dennis Rodman avec 17,3 rebonds. Le meilleur passeur, c'est John Stockton. Ça, on était habitué dans les années 90. Il était toujours le meilleur passeur avec plus de 12 passes. Et le rookie de l'année, c'était Chris Webber. Ouais, hop, en fait Chris Webber avec plus de 17 points et 9 rebonds par match. On va s'intéresser un peu plus aux effectifs des Rockets et des Knicks. Je commence par les Houston Rockets. À cette époque-là, ils ont un franchise player, évidemment MVP. Cette année-là, il s'agit d'Hakeem Olajuwon. Et derrière, on trouve des travailleurs de l'ombre avec Otis Thorpe, gros rebondeur, et Carl Herrera plutôt en sortie de banc, mais voilà, des vrais travailleurs de l'ombre poste 4. Un meneur assez intéressant, Kenny Smith, très vif, très rapide, capable d'aller dunker, puisqu'il avait fait des concours de dunk à l'époque, et très bon shooter à 3 points également. Ensuite, derrière, on a un petit peu des électrons libres avec Vernon Mad Max Maxwell, qui est un vrai 3&D avec Mario Elie également. Et après, il s'appuie sur un rookie, Sam Cassell, qui se révèle vraiment lors de ses finales NBA, et un sophomore, qui deviendra assez légendaire, mais à l'époque, on le connaît assez peu. Il s'agit de Robert Horry. Du côté des New York Knicks, là aussi, un franchise player, c'est Patrick Ewing. Et derrière, trois intérieurs assez besogneux également, un peu comme les Rockets, avec The Hawk, Charles Oakley, Anthony Mason, qui lui est un vrai manieur de ballon également poste 4, et Charles Smith, qui est plutôt un poste 3-4, un petit peu nonchalant, mais que j'aimais bien moi à l'époque. Derrière, un meneur très expérimenté qui venait des Dallas Mavericks, il s'agit de Derek Harper. Et puis un shooter slasher défenseur, John Starks. Voilà, au niveau du parcours de ces deux équipes, Houston s'est imposé au premier tour face à Portland, 3 victoires à 1. Ensuite, ils ont eu beaucoup plus de mal à éliminer les Phoenix Suns avec leurs gros effectifs, mais donc ils ont été jusqu'au match 7, ils ont gagné 4 victoires à 3. Et puis assez facilement finalement, Utah en finale de conférence, 4 victoires à 1. De son côté, les Knicks, ils ont battu les Nets au premier tour, 3 victoires à 1. Puis ensuite Chicago dans une série assez mythique, un Chicago donc orphelin de Michael Jordan. Ils les ont battus 4 victoires à 3, puis de nouveau assez difficile face à Indiana, 4 victoires à 3. On s'intéresse un petit peu à ces finals. Donc c'est des finales très défensives, très rugueuses. Aucune des deux équipes ne dépassait les 100 points sur l'ensemble des 7 matchs. Et c'est d'ailleurs une bonne série pour
pour comparer les défenses, parce que si vous commencez vraiment à regarder les défenses qui sont proposées par New York et par Houston, on peut s'apercevoir d'une énorme différence par rapport aux années actuelles. Vous voyez, il y a des antennes partout, les blocs sont très appuyés, très forts, les mains traînent un peu partout, les maillots sont tirés, etc. Donc on voit vraiment qu'il est très difficile de s'imposer et très difficile de marquer. Je vous donne un petit peu les tendances de cette finale. Sur le premier match, c'est Houston qui s'impose. Le deuxième match, New York égalise une victoire partout. Lors du Game 3, ce sont les Rockets qui s'imposent et ils passent donc à 2 victoires à 1. New York égalise lors du quatrième match. Et lors du cinquième match, New York s'impose pour basculer donc en tête 3 victoires à 2. Dans cette finale, Hakeem Olajuwon est extrêmement présent du côté des Rockets avec un gros niveau de scoring. Ewing un tout petit peu en dessous au niveau de ses pourcentages parce que Hakeem est également un super défenseur. Par contre, Ewing s'impose de manière assez brute en défense, notamment avec des contres en veux-tu en voilà. D'ailleurs, il a toujours le record de contres sur une série de 7 matchs. Donc voilà, une vraie force défensive. Donc je vous ai mis, je vais vous mettre les liens pour pouvoir voir le match en entier, mais également les 8 dernières minutes du match si vous voulez regarder d'abord le match avant de voir un petit peu les conclusions et les répercussions. Donc vous pouvez vous arrêter et aller mater le match ou les 8 dernières minutes. Et ou sinon on continue sur ce Game 6. Donc dans ce Game 6, New York démarre plutôt bien le match, plus structuré que Houston qui part un petit peu dans tous les sens, avec beaucoup de tirs à 3 points en première intention, ce qui est assez rare à cette époque-là, mais il y a beaucoup de tension, beaucoup d'intensité sur ce début de match. Puis Houston tout doucement revient à hauteur des Knicks, passe les Knicks, ils ont vraiment leur rythme de croisière, ça joue vraiment très bien, mais malgré tout New York reste dans le match. Ils font un très bon troisième quart-temps malgré un Pat Ewing un petit peu en difficulté avec son adresse. Houston est devant à 1 minute 30 de la fin, il mène 84-79 après un shoot à une pénétration de John Starks. Mais New York récupère le ballon, Starks met un 3 points pour recoller un peu plus proche, 84-82. Houston rate son shoot juste après, Starks perd le ballon, Houston mène en marquant cette fois 2 points, donc passe à 86-82. Mason met encore 2 points et on passe à 86-84 et on arrive donc, il reste 27 secondes à jouer, balle pour Houston, mais une grosse défense de New York oblige Houston à prendre un shoot un tout petit peu casse-croûte. New York récupère le ballon et il reste 7,6 secondes à jouer, donc balle pour New York. On est donc sur la dernière remise en jeu de ce Game 6. Un petit bloc, Starks récupère le ballon, il se dégale sur la gauche, Hakeem Olajuwon le suit. Du coup, Ewing se retrouve seul à peu près au niveau de la ligne des lancers francs. Il n'y a que quelques secondes, Starks décide de ne pas servir Pat Ewing, de prendre le shoot, mais on a un retour d'Olajuwon qui vient légèrement contrer ce shoot, et finalement ce shoot tombe à côté. Et donc Houston arrache un Game 7. Voilà, donc si j'ai choisi ce match parce que les répercussions pour moi elles sont assez énormes. D'une part parce qu'on connaît la suite et on sait que sur le Game 7, Houston s'impose pour devenir champion. Mais on peut se poser la question, quoi, si John Starks met le tir à 3 points, il serait devenu vraiment une légende des New York Knicks. Alors c'est une petite légende des Knicks. Tous ceux qui aiment les Knicks se souviennent avec affection de John Starks. Mais clairement, s'il avait marqué ce 3 points, on continuerait de parler énormément de John Starks. Et puis, je pense que vraiment c'est un match, une action charnière. Je pense que ça aurait fait basculer en fait les Knicks dans une autre dimension. Je rappelle que le dernier titre des Knicks à cette époque-là, d'ailleurs depuis, c'est 73.
Et du coup, on était déjà à 21 ans d'attente pour le titre. Il se retrouve avec un dernier shoot et au final, il le loupe. Donc je trouve que c'est vraiment un virage raté par les Knicks à ce moment-là, et ça les a fait basculer dans le côté loser, quoi. Parce qu'en fait, depuis, même s'ils ont été chercher une finale NBA en 99 perdue contre San Antonio, voilà, c'est une équipe de losers. Et ce tir de John Starks, ou en tout cas le contre d'Olajuwon, ça dépend, est-ce que c'est Starks qui le rate, est-ce que c'est Olajuwon qui le contre, peut-être un petit peu des deux. Mais vraiment, ça aurait changé réellement l'histoire des Knicks. Il faut savoir que Starks, en conférence de presse juste après le match, dit pour moi je mettais le shoot. Et c'est vrai que quand on est un shooter, on le sent. On sent que quand autant on peut être étonné d'un shoot qui rentre, mais quand le ballon est parti, on sait en fait si le shoot va rentrer ou pas. Et Starks est intimement convaincu qu'il était dedans, quoi. Donc du coup, Olajuwon passe et touche légèrement le ballon pour dévier la trajectoire. Et donc voilà, et on peut se poser la question, si les Knicks avaient été champions, est-ce que derrière il n'y a pas une espèce de dynastie des Knicks? Je rappelle que c'est Pat Riley quand même le coach de New York à cette époque-là. On peut se demander si derrière ils auraient pas rajouté un ou deux grands noms pour continuer à aller chercher un back-to-back, un deuxième titre, puisque je rappelle qu'à l'époque il y avait quelques rumeurs avec la venue de Charles Barkley en échange avec Oakley, etc. Est-ce que Barkley aurait pas demandé un trade vers New York? À cette époque-là également, Clyde Drexler envisageait un départ, d'ailleurs ce qu'il fera quelques mois plus tard, pour rejoindre Houston et aller gagner lui aussi son titre en 95. Mais est-ce que Drexler aurait pas choisi plutôt les New York Knicks pour aller chercher un titre? Voilà, on peut se poser plein de questions. Et voilà, ce shoot raté a définitivement scellé l'étiquette loser sur les Knicks que j'affectionne beaucoup, mais force est de constater que c'est une équipe de losers, et ce shoot-là aurait pu changer la destinée des New York Knicks. Donc j'espère voilà que je vous ai donné envie de voir ce match, ou en tout cas de regarder les dernières minutes de ce match, parce que la destinée des New York Knicks aurait pu être totalement changée. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain Game Time, les rendez-vous de l'histoire NBA. À bientôt, bye bye.